Et j'ai toujours été passionné en fait par l'intelligence artificielle depuis mon plus jeune âge, avec cette volonté de se dire est-ce qu'on n'est pas capable de créer un cerveau artificiel qui soit aussi intelligent, voire plus intelligent que l'humain. Et souvent, il y a un peu cette dichotomie entre des personnes qui sont focalisées sur les enjeux business, ce qui est le but, et d'autres personnes qui sont focalisées sur une techno, ça serait super intéressant d'utiliser sans réfléchir sur à quoi elle va vraiment servir. T'as l'impression que c'est un peu magique l'IA, que ça te résout tous les problèmes. Déjà, dans certains cas, c'est peut-être un peu trop compliqué. Il y a toujours ce compromis entre ok, c'est possible, mais ça va prendre 3 ans, ou ça va être très rapide, mais finalement ça porte peu. On va remplacer les gens qui ne veulent pas du tout utiliser l'IA parce qu'ils n'auront pas. C'est comme si tu n'utilisais pas d'ordinateur. Enfin, c'est une technologie où on peut. Enfin, pour moi, on peut pas vraiment aller contre. On avait une expertise énorme en termes de AI pure, mais extrêmement limitée en termes d'expertise mode. Et c'est une fois qu'on a commencé à discuter avec ces équipes qu'on a pu comprendre de passer d'une technologie super intéressante à un produit qui répond à une problématique business claire. Bonjour Tony. Bonjour Morgane. Écoute, je suis vraiment content de te recevoir. Je dis ça à chaque fois, mais là, je vais m'expliquer exactement pourquoi je suis content de te recevoir. Parce que, on va dire que dans ma tête, on parle de tech, d'IA dans la mode et dans le luxe. Et dans ma tête, si on me dit, Morgane, à quelle entreprise tu penses quand on parle de tech et de mode, il y en a deux qui me viennent tout de suite à chaque fois. La première, c'est Electra. Ouais. J'adore cette boîte, c'est incroyable ce qu'ils font. Et la deuxième, c'est Euritech. Ah bah merci. Alors, merci j'ai pas encore eu Electra, mais c'est pour ça que je suis vachement. Vous étiez un petit peu mes deux cibles. Donc, super. Ouais, on en reparlera après alors. Super. C'est les deux entreprises que j'aimerais vraiment avoir au micro. Je tais-toi, donc vraiment, je suis vraiment content de t'avoir. Le plaisir partagé. Et pour ceux qui te connaissent pas, je peux te laisser te présenter rapidement. Oui, avec plaisir. Donc, je suis Tony Pinville. Donc moi, mon parcours est vraiment autour de la technologie. Maintenant, ça fait plus de 25 ans que je suis dans ce secteur-là. J'ai commencé dans la partie développement d'applications informatiques dans le secteur financier. Donc on était assez loin du secteur de la mode. Mais voilà, toujours passionné par la technologie et toujours aussi passionné depuis le départ par l'intelligence artificielle. Donc j'ai fait ça pendant pas mal de temps et en fait en 2010 j'ai fait une thèse en intelligence artificielle, un moment un peu charnière où au final il y a eu vraiment un changement en intelligence artificielle autour de ce qu'on appelle le deep learning, qui est maintenant assez connu, mais en 2010 c'était surtout connu dans les sphères académiques. Donc moi j'ai pu côtoyer ça pendant ma thèse et rencontrer aussi des gens formidables pendant ces années-là. Et à la suite de ma thèse en 2013, je connaissais le monde de l'entreprise, je connaissais le monde académique et mon ambition c'était de se dire ok, j'ai envie de faire ce pont entre des potentiels, des opportunités énormes technologiques et de recherche et les appliquer au monde de l'entreprise. J'avais besoin de ce côté plus concret que la partie, on va dire, un peu plus théorique dans la recherche. Et c'est à partir de là qu'on a créé une société Euritech, donc Euritech qui a été créée justement il y a un peu plus de 10 ans avec un très fort focus IA. Pas au départ sur le secteur de la mode, mais avec cette ambition au départ d'utiliser le potentiel de l'IA dans un secteur bien précis. Et on a choisi, après différentes explorations, le secteur de la mode, pour pas mal de raisons, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel énorme à utiliser l'IA pour le secteur de la mode, parce que c'est un secteur qui se repose beaucoup sur l'image et qui était en plein changement avec l'arrivée des réseaux sociaux, où finalement les évolutions des tendances marché commençaient à changer, où les marques perdaient un peu de leur influence sur l'évolution des tendances, et on s'est rendu compte qu'avec l'IA, on pouvait vraiment aider ce secteur-là. Donc voilà, donc j'ai cofondé Euritech, j'étais le CEO d'Euritech jusqu'à cette année-là. Et donc toujours passionné par l'IA et surtout comment l'IA peut être appliquée dans le monde concret. Donc vraiment ce pont entre entreprise et technologie qui peut changer le monde extérieur. Ok, on va revenir sur Euritech et sur la création et tout ça dans un second temps. Là, ce que j'aimerais savoir, alors, déjà la première chose, c'est donc à la base tu es web développeur, c'est ça, ou développeur d'app ?
Ouais, vraiment tout dans le tout back-end, front-end, c'est-à-dire Ouais. qu'en fait j'ai vraiment principalement voilà, développeur d'applications sur des choses assez complexes. Voilà, sur la finance de marché, je développais des plateformes de trading, de passage d'ordre, enfin, des choses Ouais, ouais, ouais. assez précises à ce niveau-là. Truc à Et haute fréquence, là, ça s'appelle, c'est ça? alors, C'est c'était pas les sur ordres haute fréquence. c'est Moi, j'ai quoi? travaillé pour une entreprise qui s'appelait Bourse Direct. Donc, j'ai fait Ouais, beaucoup de, ok. voilà, de toute la partie passage d'or, pour la partie récupération des cours de bourse. Donc, il y a des problématiques assez intéressantes euh, parce que ça gère énormément de volume. Il y a un petit peu d'argent en jeu. Donc, voilà, ça, c'était technologiquement parlant, c'est des choses qui étaient assez stimulantes. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que j'avais envie de voir autre chose et d'aller au-delà du développement d'applications, on va dire, classiques. Et j'ai toujours été passionné en fait par l'intelligence artificielle depuis vraiment mon plus jeune âge, avec cette volonté de se dire est-ce qu'on n'est pas capable de créer en fait un cerveau artificiel qui soit aussi intelligent, voire plus intelligent que l'humain. Donc ça, j'ai un peu cette idée dès le départ, comment on peut s'inspirer justement du cerveau, de ça, pour créer une entité artificielle qui pourrait être aussi intelligente, voire plus intelligente que l'être humain. C'est quelque chose qui va toujours travailler à ce niveau-là. Donc, ouais, mais ça allait être un petit peu ma question sur le développement. Donc, déjà, depuis tout petit, tu avais un petit peu ce rêve de créer, de recréer un cerveau humain. Et c'est ça qui a fait que derrière, tu as replongé. Alors, tu as un PhD, c'est ça? Ouais, Donc, tu as replongé dans tout ça parce que fallait. Bon, un métier de développeur dans la finance, à mon avis, c'est une bonne place. ouais, c'est ça. Retourner dans la recherche, voilà, fallait avoir une conviction, quoi. Ouais, c'est c'était un challenge parce qu'effectivement, bah, quand tu es dans la finance, bah, tu gagnes quand même pas mal ta vie, surtout que je commençais à être établi, j'avais développé pas mal de choses. Mais je me rendais compte qu'il me manquait quelque chose. Oui, j'aurais pu gagner, avoir un super poste, voilà, je pouvais aller, aller gravir les échelons à ce niveau-là, mais ça me manquait cette partie vraiment recherche, la partie intelligence artificielle, c'est ce sujet-là. Donc je me suis dit un jour, bon bah, ok, soit voilà, tu gravis les échelons, soit tu te lances un challenge et tu fais vraiment ce que tu avais envie de faire depuis le départ. Parce qu'en fait, moi j'ai travaillé dès le départ, en fait, j'ai fait toutes mes études en alternance et ça c'était super intéressant. Mais j'avais ce manque de, bah, j'ai pas fait d'études sur l'IA. Qui était un sujet qui était quand même pas le plus à la mode à cette époque-là. Eh oui, eh oui. Et j'avais pas anticipé que ça allait développer. Hein, C'était une période d'hiver, comme on les Ouais, c'est appelle. ça, c'est au l'IA. Moi, je me souviens, même quand j'avais dit ça à ma responsable, elle m'a dit ouais, l'IA, non, ça vaut rien. Et puis la Oui, à recherche. l'époque, dans la finance, ils s'en fichaient Non, aussi. franchement, Ouais. avant 2010, ouais, on parlait pas trop de ça. Mais moi, c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. Et bon, c'était un challenge. Et du jour au lendemain, bah, en fait, au tout départ, j'ai envoyé en fait. Une lettre de motivation à un laboratoire de recherche. Donc, je remercie Stéphane, qui a été ensuite mon directeur de thèse, en disant bah voilà, j'ai pas du tout le profil classique pour faire de la recherche, parce que normalement, effectivement, tu fais un master de recherche, après tu fais un stage dans un labo de recherche, et ensuite tu enchaînes directement à un PhD. Moi, ça faisait déjà 10 ans que je bossais. Vraiment, dans la finance, c'est un peu l'opposé d'un labo de recherche en IA. Mais on s'est rencontrés, moi j'étais vraiment super motivé, c'était quelque chose qui vraiment me tenait à cœur et il m'a donné ma chance pour finalement avoir une bourse de thèse, sachant que c'est pas tout à fait les mêmes financements, c'est 1400 € par mois. Mmh. Donc quand tu viens de secteur financier, que tu as un bon salaire, voilà, c'est un sacrifice, mais moi je l'ai pas vu comme un sacrifice. Même si les premières semaines, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Parce que tu passes, j'étais dans mon job où j'étais un peu le mec référent tech, Ouais. un peu le boss du game. Tu as l'impression, tu t'illusionnes d'être vraiment bon et tu te retrouves du jour au lendemain dans un labo où tu es moins que le stagiaire qui arrive parce que lui, là, il connaît plus de choses que toi. Donc un peu boss à rien du tout. Bon, les premières semaines sont un peu Un peu d'humilité, quoi. Il voilà, a fallu, ouais, quoi. c'est ça. Ça m'a pris l'humilité, la thèse, et ça, c'est super intéressant. Et j'ai rencontré vraiment des gens formidables, mais j'avoue que la première année était, voilà, plongeon en grand bain où tu te noies pendant un an, et puis tu essayes de remonter, puis au fur et à mesure, bah voilà, tu comprends des choses, tu arrives à construire, et surtout parce que tu es aussi dans un univers où moi, j'ai eu la chance de côtoyer des gens vraiment formidables qui sont dans ce partage de la connaissance, dans cette humilité aussi.
parce que voilà, chacun est sur ses propres sujets, donc tu as toujours à apprendre de l'autre. Et voilà, j'ai entendu des exemples formidables qui en fit beaucoup en rejoint en fait Euritech après. Donc, Ah oui, super. ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, tout, en fait, tout le bureau où on était, je crois la plupart ont été C'est en des soutien. anciens avec qui tu as envoyé ta Ouais, thèse. on était dans le même bureau Ah, et tout c'est ça. super. Ouais, donc ça c'était génial d'avoir cette continuité. Parce qu'en fait, quand tu fais ta thèse, après, soit en fait, c'est vraiment compliqué d'avoir un poste en CDI en tant que chercheur. Tu peux toujours enchaîner des CDD, enfin ce qu'on appelle postdoc. Ça, il y en a pas mal, mais c'est vraiment un métier qui nécessite des compétences énormes, énormément de travail, mais pour un salaire assez ridicule. Et en plus, pour avoir un poste, soit en tant que enseignant-chercheur ou au CNRS, c'est extrêmement difficile. Les places sont très chères. Et puis, même si en plus c'était compliqué, et moi, c'est pas forcément aussi ce qui m'attirait le plus au final, après avoir fait ma thèse, c'était plus ce côté, comment maintenant que j'ai vraiment cette connaissance-là, comment je la mets plus en pratique et comment aussi on peut faire un projet plus collectif. C'était aussi ça l'ambition de monter une entreprise. Parce que la recherche, quand même, assez solitaire. Tu fais des recherches, alors tu as des collègues, mais c'est assez solitaire que l'aventure entrepreneuriale, on voulait faire avec nos associés quelque chose de collectif et de construire quelque chose de concret, quoi. Ok. Je crois que il me semble que c'est Yann Lequin, mais peut-être que je me trompe, qui dit justement, pour revenir sur ce que tu as dit au départ, qui dit en gros qu'il avait expliqué autour de lui, à sa famille, à son entourage, qu'il voulait faire de l'IA et qu'on lui avait dit en gros, non, enfin toi t'es intelligent, tu vas pas aller dans cette voie, quoi, fais quelque chose de mieux. Et donc, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis en termes d'humilité, parce qu'il y a eu le fait que bon, tu étais dev dans une boîte de finance avec un certain statut, tu es retourné là, et qu'en plus, tu allé dans une voie peut-être avant les années 2010, il faut qu'on se rende compte, qui n'était pas très valorisée, quoi. Donc il y avait un petit peu double peine. Enfin, t'avais envie, quoi. J'avais envie et bien sûr, j'avais pas du tout anticipé ce qui allait se passer. Je suis arrivé à un moment, là c'est aussi une question de chance et d'opportunité. Je suis arrivé au moment où finalement ça a explosé au niveau du deep learning, ça c'est de la chance, mais T'as eu le nez. voilà, c'est ça, tout était prévu. C'est grâce à moi que tout est. Non, ça c'est vrai que c'est aussi une chance, mais c'est vrai que c'était pas la voie royale. Et puis pour revenir à Yann Lequin, oui, c'est des personnes qui dès les années fin des années 80 étaient sur ces sujets-là. Les gens se moquaient un peu de lui parce que il était sur un sujet qui n'était pas le plus qui n'avait pas encore vraiment fait ses preuves, mais au fur et à mesure, avec l'avènement des datas, de la capacité de calcul, de la connaissance, ça a explosé. Et puis maintenant, voilà, tout le monde en parle et ça devient maintenant évident. Et depuis quelques années, l'IA, maintenant, c'est le sujet à la mode, mais tant mieux. Tu connais Yann Lequin, toi? Oui, on l'a. En fait, il vient des mêmes labos. Et en fait, oui, il était jury de thèse parce qu'en fait, pendant à Euritech, on a toujours gardé un pied dans la recherche. Donc on finançait ce qu'on appelle les thèses cifres. C'est des thèses qui sont à mi-chemin entre la recherche, donc la personne publie des papiers et en collaboration avec un laboratoire de recherche, mais en même temps, on l'intègre au sein d'Euritech. Donc c'est un mi-temps entre recherche et entreprise. Et donc, il y avait notre premier thèse cifre. Dans le jury de thèse, justement, il y avait Yann Lequin. Donc, on s'est croisés quelques fois. Bon, je pense pas qu'ils me connaissent bien, mais je le connais. Mais sur le principe, ok. Super intéressant. Du coup, là, j'ai une question un petit peu difficile. Quoique, on a commencé à en parler avant qu'on allume les caméras. On se disait quoi? On se disait qu'on avait l'impression que l'IA, elle était là depuis toujours, finalement, tellement elle s'était bien intégrée dans notre vie. J'aimerais avoir un petit peu, toi, ta vision de l'arrivée de l'IA, peut-être de ses conséquences, enfin voilà, tout ce que tu penses autour de l'arrivée de l'IA dans notre monde, en tant que professionnel vraiment de ce secteur. C'est ça qu'il y a eu sans forcément parler de la mode tout de suite, mais vraiment de manière générale là. Il y a eu plusieurs phases en fait. Justement, quand on a commencé Euritech en 2013, personne parlait d'IA ou de machine learning, c'était la mode de ce qu'on appelait big data. Donc, ce qui était corrélé à quelque chose qui existait vraiment, c'est-à-dire que les entreprises avaient énormément de data non structurées, difficiles à analyser, et il fallait les stocker. Mais une fois qu'on a dit ça, ok, on va les stocker, mais pourquoi faire? Donc tout le monde investissait là-dedans et sans réflexion sur
sans réelle réflexion sur qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on va réussir à développer à partir de là. Donc ça, c'était la première phase. Après, ils se sont rendus compte que oui, c'est bien la data, mais il faut plus réfléchir à ce qu'on peut en faire, comment l'analyser. Et au fur et à mesure, je pense qu'effectivement, on a commencé 2015-2016 à intégrer un peu deep learning, machine learning. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que en tant que particulier, c'est très rapide finalement d'intégrer des nouvelles solutions, comme on voit avec ChatGPT, mais pour une entreprise qui a fonctionné d'une certaine manière, l'intégration d'une technologie met beaucoup de temps parce que tous les process qui sont faits, il faut réfléchir à ça. Et donc, même s'il y a eu beaucoup de sujets qui étaient évoqués dès les 2015-2016, c'était beaucoup sur des projets un peu portés sur l'innovation, qui était, tiens, on va faire des tests en intégrant de l'IA, mais qui n'étaient pas sur les cœurs des sujets des entreprises. C'était plus pour dire un peu de la com sur, OK, nous, on est innovant, on utilise de l'IA, mais pas avec une réflexion concrète sur comment l'IA va changer et va m'aider à être beaucoup plus performant dans mon cœur de métier. Et c'est vrai que c'est un peu la difficulté où on se rendait compte que les entreprises n'étaient pas encore matures sur ces sujets-là. Elles avaient envie de montrer qu'elles faisaient de l'IA, mais plus d'un point de vue com. Et là, depuis, ça a été accéléré finalement. Avec ChatGPT et l'arrivée de la GenAI, depuis 2022, on sent vraiment que maintenant, il y a une réflexion de maturité sur ces sujets-là, où on n'est plus là en disant « Ah tiens, il faudrait que je fasse de l'IA », c'est plutôt « Ok, j'ai ce problème-là, et maintenant, l'intelligence artificielle va pouvoir m'aider de manière concrète », et on commence à avoir des projets vraiment structurels où l'IA est intégrée au cœur des métiers. Et ça, c'est un process qui prend vraiment du temps et qui doit être aussi drivé au plus haut niveau pour que ça se traduise au quotidien. Oui, c'est intéressant ta vision justement sur l'intégration aujourd'hui de l'IA dans les entreprises. Pour toi, on en est où? On en est au début, c'est bien fait, ou alors en fait tout le monde en parle mais personne ne le fait vraiment. C'est quoi un petit peu ton analyse là-dessus? Pour moi, on est encore au début, en fait. Ouais. Parce que souvent, on me dit, alors, c'est quoi les next steps de l'IA? Parce que les gens sont toujours dans le next step. Ah oui, on a ChatGPT, et après? Moi, je dis déjà, c'est l'adoption. C'est-à-dire que, en fait, il y a eu un boost avec ChatGPT sur l'IA. Donc voilà, maintenant, c'est un sujet qui est vraiment sur les lèvres de tout le monde. Mais sur l'adoption pour vraiment réellement intégrer ça, pour moi, on en est encore au début. Après, ça dépend aussi beaucoup des secteurs. Et effectivement, le secteur, notamment de la mode, n'est pas le plus avancé parce qu'il n'y a pas un ADN data dès le départ. C'est pas un secteur qui a été... c'est pas le secteur financier qui a été tout de suite drivé par optimisation des performances, des choses comme ça. On est prêt à tester tout et la data est au cœur du sujet. Donc, encore plus pour la mode, c'est vrai qu'on est encore vraiment au début sur l'adoption. Parce que pour moi aussi, pour qu'il y ait vraiment cette intégration de sujets autour de la data, parce qu'au final, on parle d'IA, mais c'est très, très corrélé avec la data. Et ça doit être un projet stratégique décidé au plus haut niveau pour ensuite que ça se traduise au quotidien. Parce que souvent, ce que moi je voyais au départ, il y a quelques années, c'était plus « Ok, communiquons sur le fait qu'on est innovant, donc on va avoir une cellule innovation dans un coin qui va avoir comme objectif de faire des POC avec des startups, des hackathons. Ok, c'est intéressant, ça fait de la com pour les startups, ça fait de la com pour les entreprises, mais au final, ça reste un petit peu de la poudre aux yeux et ça ne change pas réellement la façon dont les entreprises ont changé. Ça répond pas réellement encore au pain de l'entreprise en se disant c'est quoi, j'ai des problématiques d'overstock, tiens, je veux mieux connaître mes clients, ok, à cause de ça, je vais mettre en place cette situation-là qui m'a aidé, quoi. Et là, ça commence à changer, il y a une prise de conscience à ce niveau-là, et bien sûr, en fonction des entreprises, on n'est pas au même niveau, mais souvent, celles qui sont les plus matures sur ces sujets-là, c'est que quand, au niveau CEO, au niveau vraiment gouvernance, il y a cette volonté stratégique de dire « Ok, je vais utiliser la data au cœur de mon système pour prendre de meilleures décisions », là, tout de suite, il y a plus de chances que ça soit intégré. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait en quelques jours, parce que c'est un peu... on a l'illusion qu'en tant que particulier, on utilise ChatGPT, il nous faut quelques minutes pour réellement l'utiliser.
Alors que quand on doit intégrer de l'IA, on va dire de manière globale, qui compte dans un ERP en connectant avec tout ça, bon bah là ça va pas prendre 2-3 jours, ça va prendre du temps, ça va être aussi une réflexion sur par quoi je commence, c'est quoi mon objectif, comment je mesure, tout ça. Et c'est un sujet qui est au long cours où et forcément, ouais, on veut des résultats tout de suite, mais non, ça va être des projets qui vont prendre du temps. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ça rejoint un petit peu. Dans le dernier épisode, on recevait Stanislas de Ouais. Kersis. Donc, ancien PDG de Richemont, Cartier, Ouais, on a Montblanc. beaucoup Voilà, discuté, il a fait des belles boîtes. Et bon, il m'expliquait que s'il était encore là en activité, en tout cas à la tête, encore en activité, mais pas à la tête de grandes maisons comme ça, de grandes boîtes, il aurait donné cette impulsion-là, quoi. Parce qu'il pense vraiment que ça devait partir de lui, de cette tête-là, pour donner l'impulsion aux autres Là, vraiment. et les secouer un petit peu et les mettre très régulièrement autour d'une table en disant alors on a avancé sur le sujet de l'IA, voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on avance, qu'est-ce qu'on met en test et secouer comme ça, mais que ça parte de lui, quoi. C'était vraiment Nous, la réflexion qui se faisait. on voit à Ritech les boîtes où ça marche le Ma mieux question, à ce ouais. niveau-là, Ouais. c'est exactement ça. C'est la vision de l'entreprise. Enfin, je peux pas citer l'entreprise, mais là, il y a une vision, une entreprise avec qui on travaille qui est une des plus grandes marques internationales, qui a comme objectif de dire, OK, on veut produire seulement ce qui est nécessaire, et pour faire ça, il faut utiliser la data à tous les niveaux. Et ça, c'est vraiment la vision stratégique à plus haut niveau. Bon, une fois que je dis ça, ça paraît un peu évident, mais c'est vraiment incarné par le CEO, par l'équipe dirigeante. Donc forcément, ensuite, chaque personne a ça en tête et se dit, tiens, bah, ce projet-là, ça c'est aligné avec ça, je vais investir sur ça. Je sais que ça va pas se faire en quelques années, ça fait plusieurs années qu'ils sont sur ça. Je vais découper ce truc-là, mais voilà, c'est pas juste ah oui, il faudrait peut-être un jour utiliser l'IA. Si on fait ça, bah il se passe pas grand-chose. Et en fait, il y a toujours ce poids du quotidien quand on est dans une entreprise déjà établie. Bah il y a tout le quotidien qui fait que bah on a peu de temps dédié à autre chose. Donc bah, forcément, on va repousser un projet qui prend enfin, plus que 2 jours à être intégré. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette récompense d'intégrer ces sujets-là en ayant connaissance que bah, voilà, ça prend du temps, mais les gains au final vont être énormes. On voit les marges d'amélioration possibles sur ces sujets qui sont énormes. Et alors justement, si on rentre un petit peu dans le détail, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, une fois qu'il y a la volonté, un petit peu l'incarnation, comme tu disais, de toute l'entreprise, de ce CEO et de tous les dirigeants de l'entreprise, de mettre de l'IA, bah, la step d'après, pardon, c'est quand même de le faire. Donc tu disais par exemple, bah, la première étape, c'est peut-être de voir où est la data, de voir comment la collecter. Est-ce que derrière, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que là, il faut passer à l'action, mettre des outils en place pour commencer à voir comment est-ce qu'on récolte la data, où sont les flux, ainsi de suite. C'est quoi la step idéale selon toi? Bah, la première step, c'est se dire, OK, quels sont mes gros enjeux, on va dire business, quels sont mes gros pains au départ. C'est-à-dire vraiment pas partir limite, c'est même pas partir du fait qu'on veut utiliser de l'IA, c'était plus se dire, OK, en ce moment, j'ai une problématique voilà, j'ai trop d'overstock. Au hasard. OK, j'ai ce sujet-là. OK, comment je pourrais résoudre ça? OK, finalement cet overstock-là, j'ai l'impression que c'est parce que souvent, bah, je prédis mal les quantités ou alors que je fais une prévision qui est globale, alors que finalement en Chine et en Europe, c'est différent. Donc c'est vraiment se poser ces questions sans parler. Pour moi, la techno, elle arrive vraiment finalement en dernier. Ouais. En dernier. Et souvent, il y a un peu cette dichotomie entre des personnes qui sont focalisées sur les enjeux business, ce qui est le but, et d'autres personnes qui sont focalisées sur une techno, ça serait super intéressant d'utiliser sans, sans réfléchir sur à quoi elle va vraiment servir. Et finalement, la communication entre les deux, elle est pas évidente parce que l'un ne comprend pas l'autre. Et c'est ces transferts-là qui sont pas évidents. Donc c'est plus se réfléchir en termes d'enjeux à ce niveau-là. Et une fois qu'on a défini les enjeux, c'est OK, comment je pourrais améliorer ça? Et est-ce que, justement, avec la data, avec la technologie, il y a des chances que ça améliore? Et ensuite, c'est arriver aussi à se focaliser sur un point précis pour pas vouloir traiter tous les sujets. Moi, je vois trop ça, parce que j'accompagne des entreprises, je vois trop ça sur le fait de se dire j'ai tous ces problèmes-là, ok, on va tout faire. Et c'est vrai que c'est tentant parce que t'as ce côté un peu, t'as l'impression que c'est un peu magique l'IA, que ça te résout tous les problèmes. Déjà, dans certains cas, c'est peut-être un peu trop compliqué et il y a toujours ce compromis entre ok, c'est possible mais ça va prendre 3 ans ou ça va être très rapide mais finalement ça apporte peu. Donc il y a ce truc là, mais c'est arriver à se focaliser sur ok, d'abord j'ai
je réfléchis sur mes différents enjeux, j'en choisis quelques-uns, j'essaie aussi de réfléchir comment je vais pouvoir mesurer le gain, parce que Ouais. ça c'est très souvent, on lance un projet, et puis au final on ne sait même pas comment il va réussir ou pas. Ça paraît bête hein, ce que je dis, mais Non, non, mais je suis, je je dis le des vois. choses un peu fondamentales, mais c'est se dire, ok, voilà, est-ce que la data et l'IA peut remédier à ce problème-là? Comment je vais être en mesure de le mesurer? Et ensuite, voilà, et quelles sont les étapes, voilà, et quels sont les différents milestones à court, moyen terme? Parce qu'il ne faut pas avoir que des enjeux à 3 ans, parce que c'est sûr qu'ils ne seront pas atteints. Il faut avoir des enjeux à un objectif global, mais aussi des enjeux intermédiaires qui peuvent être validés, réajustés de manière très courte, quoi. Mais il y a des choses comme ça qui paraissent évidentes, mais qui sont très peu faites, où il y a beaucoup d'argent qui vont être investis sur des projets, pour au final, on ne se rend même pas compte de ce qui a été du gain, parce qu'on n'a pas essayé d'évaluer les performances, on ne s'est pas mis un objectif concret. C'est-à-dire qu'il y a un objectif de dire, bah tiens, je sais pas, sur l'overstock, tiens, je vais gagner 5%, je sais pas, j'en sais rien, enfin, un truc concret sur lequel on va pouvoir évaluer l'apport de la technologie qu'on va mettre en place. Et ensuite, bah, il y a tous ces sujets, comme tu disais, de bah, comment je collecte la data, comment je récupère ces informations-là, comment j'échange aussi. Il y a une grosse partie communication avec les différentes équipes, parce que ça, c'est un des enjeux. Mais, et l'enjeu de la data, il est clé. C'est ce qui va faire ou pas le succès du projet. Parce que quand on parle d'IA, en fait, enfin, la grosse partie, ça repose sur la data. Parce que si on n'a pas de data, on a beau avoir les meilleurs algorithmes du monde, bah, on va pas en ressortir grand-chose, quoi. Et cette capacité à collecter la data, d'avoir la donnée de bonne qualité et centralisée, bah, c'est déjà des choses qui ne sont pas les plus sexy, mais qui font ou pas le succès d'un projet, on va dire, IA. Ouais, je me permets aussi ouais, de le rappeler, comme ça je le dis, euh, un peu volontairement de cette manière. L'IA sans la data, c'est une techno morte. Ouais, Et la data sans l'IA, on ne sait pas quoi en faire. ouais. On ne sait pas l'utiliser, on ne sait pas la comprendre. Donc c'est vraiment un couple inséparable. On peut pas bosser, on peut pas lancer un projet IA si on ne sait pas où on va trouver la data pour faire tourner cette IA, quoi. Enfin, pour qu'elle ait du sens. Ouais, je te fais d'accord. Parce que c'est ça qu'on dit toujours IA, mais pour être plus précis, c'est tout ce qui est autour de ce qu'on appelle le machine Ouais. learning, ce qui est en fait une sorte d'IA qui en fait, utilise la donnée pour créer en fait, des modèles et pouvoir fournir des informations pertinentes. Et donc sans ces données en entrée, eh ben, on n'a aucun résultat concret, quoi. Donc c'est vraiment le cœur. Et un peu ce qu'on dit en IA, c'est garbage in, garbage out. C'est-à-dire que si on a vraiment la donnée un peu Ouais. dégueulasse au départ, bah, à la fin, on aura des trucs tout pourris. Et même si on a mis les dernières algos à la mode, l'algo en tant que tel, il va jouer un petit peu, mais c'est pas vraiment le plus pertinent, le plus important, je veux dire, sur un secteur. Mais tiens, c'est intéressant, on digresse un peu, mais c'était pas la théorie, enfin je digresse d'ailleurs, c'était pas la théorie de base de Sam Altman quand il a créé ChatGPT, de dire en fait, enfin OpenAI en tout cas, de dire en fait que l'algo, en fait enfin, les IA qui existaient, bon, elles étaient bien, elles fonctionnaient, et le problème c'était pas que les IA n'étaient pas assez performantes, c'était qu'il n'y avait pas assez de puissance de calcul pour absorber toute la data et vraiment les bourrer de data pour qu'elles arrivent à être performantes. Bah, en fait, oui, ouais, c'est quelque chose qui est même plus général que Sam Altman. C'est ce qui a fait émerger finalement Ouais, tout ce qui est autour du deep learning. C'est-à-dire que, ok. en fait, les technologies qu'on utilise actuellement, en fait, ouais, basées sur des réseaux de neurones artificiels, ça existe depuis 50 ans. Ouais. Sauf que à l'époque, bon, on arrivait à connecter quelques neurones artificiels entre eux. Donc le traitement qu'on pouvait faire était limité. Pourquoi? Parce que on n'avait pas du tout la puissance de calcul nécessaire. C'est-à-dire que voilà, on pouvait pas connecter des millions de neurones ensemble parce qu'il fallait les machines et la puissance nécessaire. Et aussi, on n'avait pas effectivement toute cette donnée qui a finalement émergé grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux ces ensembles de meilleure compression des algos, gros volume de données Ouais. et puissance de calcul a fait vraiment on peut disrupter l'IA. C'est-à-dire que c'est pas une nouvelle, c'est pas du jour au lendemain un nouvel algo qui arrive et qui change tout. C'est plus ouais, cette arrivée-là qui fait qu'il y a vraiment un avant, un après.
avec les volumes de données et la puissance de calcul. Ok, super. Je ferme cette Non, mais parenthèse. je pense que c'est Et important, mais c'est effectivement. Ouais. vachement important de le faire comprendre. Et sur la partie accompagnement du coup entreprise, donc si je récapitule, parce qu'il y a plein d'entreprises qui nous regardent et qui peuvent se poser la question, enfin plein, pas des millions de personnes, mais Bientôt, je bientôt. me, ouais. Après ce Après, podcast. donc il y a une volonté. Donc on a dit d'abord volonté de la direction, identifier les pain points, identifier comment on structure ensuite récupération de la data, ainsi de suite. Et il y a la dernière étape que tu as commencé, enfin dernière étape, en tout cas une étape que tu as commencé à évoquer, c'est les équipes, Voilà. qui m'intéressent beaucoup pour faire de l'accompagnement comme ça, mettre de l'IA dans les entreprises comme je fais au quotidien. Il y a une partie de toujours des équipes qui est extrêmement réfractaire à ça. Il y a des équipes moteurs et des gens qui sont pour. Toi, quelle est ta vision par rapport aux équipes et comment est-ce qu'on traite ce sujet qui est vachement important au sein d'une entreprise? Clairement. Bah déjà, en fait, tout le monde est concerné par l'IA. C'est pas juste, on va se dire, un département qui va être département data IA qui va gérer ce truc-là et le département marketing, produit va utiliser ces outils-là. Non. Je pense que ce qui est le cœur, c'est que les gens comprennent comment, en fait, avec l'IA, ça va les aider au quotidien. C'est pas quelque chose qu'il va les remplacer. Il y a pas, on va pas remplacer tout un département marketing par une IA. En revanche, on va remplacer les gens qui ne veulent pas du tout utiliser l'IA parce qu'ils n'auront pas. C'est comme si tu n'utilisais pas d'ordinateur. Enfin, c'est une technologie où on peut. Enfin, pour moi, on ne peut pas vraiment aller contre. Ouais. C'est plus déjà une question de formation, parce que ce que je disais, c'est arrivé assez rapidement et les personnes qui travaillent depuis pas mal d'années, ils sont dans leur quotidien et c'est difficile de se former à ce niveau-là. Donc il y a vraiment l'importance de la formation, de comprendre en fait comment l'IA pour le secteur du marketing, pour secteur, enfin, dans le département produit, comment ça peut les aider au quotidien. C'est pas quelque chose qui va à l'encontre d'eux, c'est un outil d'aide à la décision, un outil qui va leur permettre d'être plus performants et de se focaliser aussi sur les étapes les plus, au final, j'allais dire, plus intéressantes. Parce que avec l'IA, ça va te supprimer une grosse partie des tâches répétitives parce que c'est fait pour ça et se concentrer sur la partie stratégie parce que bien sûr que l'IA peut proposer des stratégies, des choses comme ça, mais il y a cette réflexion sur la connaissance métier par rapport à la marque et c'est ça où en fait chaque personne a un intérêt et une valeur ajoutée. Et donc pour moi ça passe d'abord par une formation pour que les personnes se rendent compte en fait de tout ce qui est possible de faire et tout ce qui n'est pas possible de faire aussi. Parce qu'on parle beaucoup de « Ah ouais, avec l'IA, on peut faire ça, on peut faire ça ». Il y a énormément de choses qu'on ne peut pas faire directement ou qui ne sont pas si simples. C'est souvent ça en fait. C'est-à-dire que moi, à chaque fois qu'on parle d'un projet, je dis « c'est pas si simple ». C'est pas « tiens, demain, je mets ChatGPT, je remplace tout mon service client ». On peut essayer, mais il peut y avoir 2-3 risques. C'est plutôt se dire, voilà, comment ma première étape, ça peut être ça, comment finalement, au quotidien, qu'est-ce qui m'embête le plus à cette partie-là. Donc voilà, c'est vraiment formation et se rendre compte aussi que des projets, voilà, ça prend du temps et qu'il faut réfléchir sur comment, au quotidien, ça peut m'aider. Ok, tu vas réfléchir sur, ok, j'ai une réunion où j'ai besoin d'avoir ces informations-là. Ah, peut-être que l'outil d'IA peut m'aider à faire cette synthèse-là et l'intégrer dans mon process, quoi. Donc voilà, formation et réflexion sur les métriques qui pourraient me donner de l'information sur est-ce que ça me fait gagner du temps ou pas, quoi. Et en sachant que cette intégration, comme je disais, c'est pas quelque chose qui va être game changer en quelques jours. Ça prend du temps, mais c'est un process qu'il faut lancer et qui, pour moi, indispensable. C'est quelque chose. Enfin, pour moi, il n'y a pas de réflexion sur est-ce que je dois utiliser l'IA ou pas. C'est plutôt comment je dois utiliser l'IA au quotidien. Et le plus important, c'est parce qu'en même temps, je donne des cours à Sciences Po dans le master marketing, donc c'est pour leur montrer, ok, comment maintenant, grâce aux nouveaux outils, vous allez être vraiment plus performant et cette double compétence, par exemple une compétence métier, que ce soit produit, que ce soit designer, avec une connaissance des outils d'IA. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment faire la différence à ce niveau-là. Si tu es juste sur la partie IA, c'est intéressant, mais finalement, c'est limité. C'est vraiment cette double compétence. Enfin, moi, je vois bien dans le secteur de la mode que je ne connaissais pas, on a dû intégrer au sein de nos équipes des experts mode. Si tu mets que des chercheurs en IA pour faire des outils pour le monde de la mode, tu vas avoir 2-3 problèmes.
Ouais, ouais. Et ben, j'avais cette discussion hier exactement, où en fait, bon, j'ai des formations, tout ça autour de l'IA, et notamment sur la partie créative. Ouais, très Je bon je exemple. le suis pas. Moi non Je plus, le suis pas. Je connais l'IA, je sais utiliser Midjourney, je sais utiliser Runway, je sais utiliser outils IA, pareil. mais je débattais avec quelqu'un en lui disant, je ne veux pas faire ces formations-là parce que je n'ai pas la connaissance métier de base. Il dit, ouais, mais tu maîtrises bien l'IA, t'es fort. Ouais, mais je ne connais pas le Super métier. exemple. Et donc, je m'appuie toujours sur des gens qui ont à la fois la compétence métier et la compétence IA. C'est essentiel. Ouais. Parce que je pense que maintenant tout le monde peut avoir accès à une caméra HD. C'est pas pour ça que tu vas être Spielberg Mais non. ou n'importe qui. Voilà. Tu connais pas Donc la lumière, tu c'est connais ça. pas les plans, tu sais pas ce qui est beau, ce qui est pas beau, ce qui fonctionne pas. Et Donc ça marche c'est pas. et c'est vrai qu'il y a cette illusion avec justement Midjourney que tout le monde va être un créatif. Ouais. Moi, pour avoir testé Midjourney ou enfin plein d'outils, bah déjà Bon. j'arrive devant mon prompt, je sais même pas quoi taper. Quand je fais bon, Ouais. bah beau, belle image. Déjà, il y a c'est là où la partie créative va être le plus important et avec Midjourney, ça te donne une possibilité énorme et c'est comme l'arrivée d'un nouvel outil, comme l'informatique dans le milieu des designers, comme beaucoup de choses, quoi. Il faut le voir de cette manière-là. Et c'est pas un expert Midjourney qui va pouvoir remplacer un designer, surtout dans la mode. Enfin, voilà, ça c'est certain. On est bien d'accord. Je vais enchaîner sur la deuxième partie où on va rentrer dans ce que tu as fait ces quoi, 10-15 dernières années maintenant. Ouais, Retech, quoi, 10 ans. Ouais, Ouais. 10 ans. Et qu'est-ce que Ritech? Qu'est-ce que fait Ritech? Est-ce que tu peux nous présenter pour peut-être des personnes qui ne connaîtraient pas ce que vous faites et comment tu l'as créé et voilà, en savoir un petit peu plus sur la boîte. Ouais. Donc à Euritech, le but c'est de quantifier ce que les gens portent et ce que vont porter les gens à travers le monde d'ici 1 an, 2 ans. L'objectif, c'est d'aider les marques à produire seulement ce qui est nécessaire, à éviter les overstocks, anticiper les nouvelles tendances marché, grâce en fait à l'ensemble des informations qu'il y a autour de nous. Donc, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le secteur de la mode, il y a un immense gâchis autour des invendus. Ça représente à peu près plus de 370 Ouais, milliards de dollars de vêtements invendus chaque année, ce qui est assez impressionnant. vrai sujet. Un désastre écologique et économique. Et ça, c'est dû au fait que les marques ont du mal à anticiper l'évolution du marché et encore plus région par région. Donc voilà, Euritech, c'est ce but-là, de comprendre et d'analyser les tendances marché pour les marques de luxe, de mode, de sportswear. Donc on travaille aussi bien avec beaucoup de marques de luxe, beaucoup dans le sportswear pour les plus grandes marques ou de fashion. Et, donc on fournit en fait un logiciel qui fournit toutes ces insights-là et qui peut en fait être utilisé à différents niveaux de la chaîne de valeur pour une marque de mode. C'est-à-dire qu'en amont des marques, de la création des produits, pour en fait avoir des informations marché pour savoir qu'est-ce qui va être tendance dans les années à venir, pour se dire ok, tiens, cette partie-là, il y a un potentiel marché sur cette type de robe, ce type d'éléments. Donc ça, c'est en amont de la création du produit. Ça peut être aussi au moment justement de l'ajustement des quantités. On a son plan de collection, après on a l'ajustement des quantités région par région, pour voir en fonction de la dynamique marché de chaque région, d'ajuster les quantités pour justement produire seulement ce qui est nécessaire. Et dans la troisième étape, c'est sur la partie merchandising, visual merchandising, sur dire comment pousser le bon produit au bon moment, au bon endroit. Et avec les insights qu'on fournit, c'est ce qu'on peut faire avec les marques. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement on est arrivé à cette réflexion-là autour du secteur à la mode, parce que quand j'ai créé Euritech, déjà, j'avais pas de... Enfin, le but, c'était plutôt de dire que je vais faire de l'IA pour l'entreprise. Donc, on est parti d'un focus spectre un peu large, en se disant, voilà, on veut créer un outil dans un secteur précis, mais l'important, c'est que on crée assez de valeur dans ce secteur-là pour que ce soit intéressant. Parce que c'est très facile de rester cantonné sur la partie technologie, de développer des super belles technologies, mais finalement d'apporter assez peu de valeur ajoutée, ou alors un petit incrément sur la valeur ajoutée, et c'est pas suffisant. Donc on a d'abord beaucoup cherché de manière pragmatique dans quel secteur on pouvait apporter de la valeur, et rapidement on s'est rendu compte que dans le secteur du luxe et la mode, avec cette importance de l'image,
les réseaux sociaux qui ont changé, ce rapport entre avant, les marques et les magazines dictaient un peu les prochaines tendances mode, donc c'était assez facile d'un peu prédire les évolutions marché. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, des influenceurs qui finalement peuvent faire émerger une tendance marché très rapidement, il y a ce besoin d'être plus, de comprendre mieux les clients, les influenceurs, donc enfin le monde externe, pour avoir toutes ces informations-là et prendre de meilleures décisions. Donc on est arrivé à ce niveau-là en se disant... Juste sur la création, juste tu peux nous expliquer pourquoi... j'ai compris, donc bon, tu as eu des discussions pour choisir la mode, je veux dire, mais comment vous avez fait exactement? Vous êtes allé sur le marché, vous avez tapé à des portes, ou alors c'est un coup de poker total? Ouais, mais c'est intéressant de savoir... Parce que, non, au départ, normalement, on travaille dans tout le secteur. On a travaillé au départ avec la Poste. Il y avait une techno de base qui était faite pour plein de secteurs différents. On avait une expertise et une techno, parce que justement, on connaissait dès le départ des technos très avancés qui permettaient, en termes d'analyse de texte, d'analyse d'image, qui pouvaient vraiment faire des choses exceptionnelles. Mais après, il faut encore le productiser et l'utiliser sur un problème spécifique. Ouais. Donc on a étudié différents secteurs, et en fait c'était suite à une rencontre avec les équipes de chez Vuitton en 2015, lors d'un hackathon, qu'on s'est rendu compte, c'était un secteur que je connaissais assez peu finalement au départ, qu'on s'est rendu compte de ces enjeux pour eux, d'abord de collecter de la donnée qui était en dehors de leurs données internes, parce que bien sûr ils collectaient déjà de la donnée des magasins, des choses structurées, mais tout ce qui était données externes avec l'avènement des réseaux sociaux qui arrivait, ils ne savaient pas comment l'exploiter, et ils se rendaient bien compte qu'il y avait une importance énorme de synthétiser cette information-là et de l'exploiter. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'avec la techno qu'on avait, on pouvait facilement... collecter ces données-là, l'analyser, utiliser justement ces outils de reconnaissance d'image pour repérer en fait tous les éléments, les produits iconiques, les sacs à main de chez Vuitton, pour ensuite leur donner des insights qu'ils n'avaient pas. Parce que bien sûr, tout le monde va sur les réseaux et tu peux te faire un peu une idée de ce qui se passe, mais quand tu dois analyser plusieurs millions d'images par jour, humainement, c'est difficile. Donc là, durant le hackathon, tu pitches ça, en gros, en fait, on devant rencontre LVMH. les équipes au départ, et c'est en rencontrant ces équipes, je me suis rendu compte qu'il y avait un enjeu, et on a commencé... Alors là, je vais un peu vite, mais ça a pris du temps, parce qu'on était au départ plutôt sur des sujets purement informatiques, de les aider à collecter la donnée, et c'est ensuite, on avait l'idée de se dire, ok, on va analyser les images, mais c'était là où c'était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas ce que je disais au départ, cette communication entre... Moi, je venais de l'aspect tech, et on ne se comprenait pas trop en termes de communication, parce que moi, je voyais à peu près comment je pouvais les aider, mais je n'arrivais pas encore à le traduire dans leur langage et dans leurs besoins métiers. Et donc, c'est là où il y avait vraiment un besoin énorme de communication avec ces équipes-là, et aussi d'intégrer au sein de Ritech des gens experts produits, experts mode, pour faire cette passation. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant, et je pense que c'est là aussi de naît l'innovation, c'est quand tu mets autour de la table des gens avec des expertises très différentes. Parce qu'au départ, on n'était que des gens issus du labo, donc on avait une expertise énorme en termes de AI pure, mais extrêmement limitée en termes d'expertise mode. Et c'est une fois qu'on a commencé à discuter avec ces équipes et intégrer au sein de Ritech qu'on a pu comprendre, de passer d'une technologie super intéressante à un produit qui répond à une problématique business claire. Et c'est cette partie-là qui est vraiment en cœur. Il faut surtout pas garder la partie, juste se cantonner à la partie technologique. Il faut aller au-delà, et pour ça, il y a besoin d'une combinaison d'expertise assez diverses, c'est-à-dire expertise AI, expertise produit, expertise mode pour ça. Et c'est à partir de là qu'on s'est rendu compte de tous ces enjeux-là. Parce qu'avant, moi, je pitchais plus, on a une techno de reconnaissance d'image super performante qui permet d'analyser des milliers d'éléments. Tu pitchais la techno, quoi. Parce que je savais pas trop quoi poser. Et les gens se disent, super. Mais j'en fais quoi? Je m'en fous. Enfin, ok, j'ai plein d'images, j'ai des trucs, j'ai des tags sur les images. Qu'est-ce que j'en fais? Et là, en fait, quand je présente Ritech, je parle même pas de techno. Après, moi, dès que je peux en parler, je suis content. Mais c'était tout un travail de s'abstraire de la techno qui est qu'un moyen, même si j'adore ça, mais je trouve encore plus intéressant la techno quand c'est un moyen qu'on la voit plus, mais qu'elle est indispensable. Nous, c'était un peu aussi un des critères dans la création de Ritech, c'est qu'on cherchait en fait à répondre à un besoin où
il y avait une barrière technologique importante, parce que c'était Ouais. notre ADN et Bien sûr. notre valeur ajoutée. C'est un peu la seule critère, c'était pas qu'une question d'opportunité business, c'était aussi qu'il fallait que la barrière à l'entrée soit très tech, parce que c'est ce sujet-là où on avait une valeur et qui m'intéresse, c'est comment cette techno peut arriver. Enfin, moi je trouve un bon exemple, c'est tu vois, quand Google arrive, c'est utiliser beaucoup de techno, et au final tout le monde peut l'utiliser et on s'en fout de comment ça marche. Ou encore plus maintenant, ChatGPT. C'est que voilà, c'est très simple à utiliser et la techno, c'est juste un moyen. Le reste, voilà. Et donc, c'est un cheminement qui est long, mais qui est vraiment super intéressant. Et ça justifie encore plus voilà, le fait de se dire que pour un projet, on va dire IA, parce que nous, c'est finalement un projet IA au cœur de l'entreprise, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'autour de la table, il y a des gens métiers, des gens qui comprennent un peu plus la techno et qui arrivent à communiquer, sachant qu'au départ, la communication n'est pas ultra fluide, parce que chacun a son propre langage. Et un des autres sujets aussi, pourquoi on a choisi le secteur de la mode, c'est parce qu'on est en France et le luxe et la mode, s'il y a bien un des domaines où on est reconnu internationalement, c'est celui-là. C'est aussi d'ailleurs pour ça que Euritech, finalement, on travaille principalement avec que des marques internationales. Alors que dans d'autres secteurs, ça a été beaucoup plus dur. Parce que quand tu vas aux États-Unis, qui était dans le secteur, même si tu es dans le secteur financier, tu arrives de la France, on va te dire, tu es limite considéré comme un pays de seconde zone, tu n'es pas vu sérieusement. Alors que quand tu dis, je fais de l'IA dans le luxe et la mode aux États-Unis, là, ils peuvent rien te dire, parce que les plus grandes marques de luxe sont en France. Ils se disent, là, on a l'expert mondial, quoi. Ça nous a permis de travailler avec les plus grandes marques aux US ou au Japon, alors que je pense que sur un autre secteur, ça aurait été beaucoup plus dur. Okay. Donc voilà, c'est aussi... Du coup, alors Louis Vuitton, en gros, votre premier client, on va dire, en tout cas dans ce secteur-là, sur un use case autour de l'analyse d'image. Ouais. Okay. Aujourd'hui, est-ce que tu as, en donnant des noms ou pas, ça c'est toi qui vois, est-ce que tu peux nous dire un ou deux autres use cases dans lesquels on peut utiliser Euritech? Nous, on travaille beaucoup avec les marques sportswear, avec les plus grandes marques sportswear internationales. Parce que déjà, en plus, ils ont plus une ADN, en fait, on va dire data. Et donc, on les aide justement à mieux comprendre comment leurs produits sont utilisés aussi au quotidien. Parce que ça, c'est aussi la difficulté pour les marques sportswear, c'est est-ce que quand je fais des Nike, des baskets, ou des running, est-ce qu'elles sont utilisées d'un point de vue sport, quel usage est, comment je vais targeter. Donc là, tu as l'accès à une information énorme aussi à ce niveau-là, si tu es capable de l'analyser via les réseaux sociaux. Ensuite, nous, le use case le plus classique, c'est la prévision des tendances marché que tu vas intégrer en fait à tes données de vente pour prévoir à 1 an, 2 ans, combien de produits tu vas vendre à ce niveau-là. Donc pour être sûr de bien comprendre, donc toi tu dis à une grande entreprise de sportswear, voilà, dans 1 an, 2 ans, ça sera en gros la mode de ça, on va aimer, je sais pas, plutôt des baskets sombres, je dis vraiment n'importe quoi, hein. Et donc eux vont intégrer ça chez eux et ils vont développer leur collection et faire leur projection de vente par rapport à ça. Voilà, et après ils peuvent l'intégrer à différents niveaux, et après, pour que justement ça soit vraiment actionnable, il faut être extrêmement précis dans les insights que tu fournis. Parce que si tu dis la tendance l'hiver, c'est plus les doudounes et l'été, c'est les jupes, ce qui est factuellement vrai, tu apportes assez peu d'informations. Et c'est là où il y a un énorme travail de notre côté pour justement détecter des tendances marché ultra précises, en gros sur les rétro football sneakers, les modèles de sneakers, les types de semelles, les couleurs, et aussi d'être précis sur ces tendances pays par pays, parce que région par région. C'est-à-dire que bien sûr, on est dans un monde un peu mondialisé, globalisé, mais il y a des spécificités sur certaines tendances. Il y a des tendances qui émergent un peu plus en amont à ce niveau, je ne sais pas, dans certaines régions. Il y a des spécificités de couleurs, d'éléments. Donc c'est apporter toute cette précision pour prendre de meilleures décisions. Donc en termes d'ajustement de quantité, de savoir quel type de couleurs il faut intégrer, tel type d'éléments il faut intégrer dans la... En fait, c'est vraiment un outil d'aide à la décision, quelle que soit cette décision-là, en amont avant de créer le produit, pour ajuster ou pour
pousser le produit au bon moment. Et ensuite, tu peux aussi avoir des informations sur ok, cette tendance marché de la rétro football sneakers, est-ce que ça touche plus des gens de 18-25, 25-35, tu vois, d'avoir aussi une précision sur cette tendance marché. Ok, ça c'est plus orienté vers cette tranche d'âge. C'est aussi ok, cette tendance marché, est-ce que ça attire plus les gens ultra edgy, ultra ou ultra mainstream, et finalement on est un peu à la, à la fin de cette tendance marché-là. Et après, tu as aussi cette réflexion sur, ok, à quel moment les gens portent cette rétro football sneakers. Ok, bah, le pic, c'est par exemple, je dis n'importe quoi, ça peut être en juin. Donc, tu as plein d'informations qui peuvent être intéressantes, mais pour qu'elles soient vraiment actionnables et tout ça, faut que ça soit intégré justement dans un process en se disant, ok, j'ai cette information-là, qu'est-ce que j'en fais maintenant normalement, ça doit m'aider à prendre une décision sur le moment où je vais lancer ma collection, sur ma campagne marketing parce que je connais un peu qui est intéressé par cette tendance-là, sur qu'est-ce que je pousse comme produit au moment. C'est pas juste parce que avoir l'information c'est important, et ce qui est le plus important c'est comment je vais l'utiliser au quotidien et comment je vais l'intégrer dans le process. Et c'est là aussi où justement on revient sur cette partie un peu formation, compréhension, c'est aussi apprendre à utiliser la data au quotidien pour avoir ce côté prise de décision un peu aidé par la data, piloté par la data. Et à tout niveau, que ce soit même côté designer, de dire, ok, j'ai une intuition, je pense que cette rétro football sneaker, ça va vraiment être une tendance qui continue. Et le fait d'avoir la donnée, c'est pas ça qui va t'enlever ta décision, ça va te permettre de confirmer ton intuition, ou d'infirmer cette intuition, ou de la quantifier aussi, cette intuition. Tu dis, ok, ça va être tendance, mais comment ? Où ? Comment ? Pourquoi ? Parce que si tu es designer, si tu es expert de la mode et que tu habites Paris, tu comprends, tu sais les tendances qui apparaissent. C'est pas un outil qui va te donner les tendances, tu sais observer dans la rue, tu vois ce qui se passe. En revanche, est-ce que tu sais exactement ce qui se passe à Singapour, à New York, en Chine ? Non, tu peux pas avoir ce niveau de précision, même si tu es expert. Donc c'est là où l'outil, combiné avec une expertise métier, peut être vraiment puissant. Et si c'est moi qui l'utilise, qui n'est pas une expertise, on va dire, designer, marketeur au produit, ça va pas me servir à grand-chose. Je vais pouvoir donner des informations comme ça, mais c'est ça. Une fois que le DA, finalement, ou le designer, peu importe, a ces informations, comment est-ce qu'il va le retranscrire ça dans l'ADN de sa marque, dans ses produits. C'est ça qui est la clé, parce que c'est comme tu dis, c'est le point important, c'est qu'ensuite, une fois qu'on a cette information-là, je te dis les rétro football sneakers, je dis au hasard. Ouais. Mais suivant l'ADN de ta marque, tu vas te dire ok, je vais en faire plein, ou non, c'est pas du tout moi, je vais en faire rien du tout. Donc avec la même information, le même insight, suivant ton positionnement en termes de marque ultra luxe, ton positionnement de ton ADN, tu vas prendre des décisions qui peuvent être diamétralement opposées. Et il n'y a pas une personne qui a raison et l'autre qui a tort. C'est une stratégie qui te permet de prendre une décision de manière beaucoup plus confiante. Eurytech, ça marche, c'est une boîte successful, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu es capable de nous donner un chiffre pour nous aider à dire, en fait, nous, on est capable d'avoir 90%, à 90% du temps, on a juste, quand on a dit que c'était la sneakers rétro football, comme tu me dis, qui allait être là, à la mode, ça fonctionne, dans 90% des temps, on est bon. Temps, on est bon. C'est une bonne question, et en plus c'est intéressant ce chiffre parce que ça correspond à ça. Comment on fait pour savoir si on est bon ou pas ? Nous, on a une démarche, on va dire, scientifique. On a des données marché, on a des historiques de données marché depuis 2015-2016. Et ce qu'on fait, on crée des algorithmes de forecast. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On utilise des données historiques, donc de 2015 à, on va dire, jusqu'à 2023, et on va demander à notre algorithme de forecast de dire prédis-moi ce qui se passe sur 2024. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on arrive à la fin de 2024, on a les informations sur 2024. Donc on va comparer ce que fournit notre algorithme de forecast par rapport à la réalité. Donc c'est là où on peut justement être serein sur ce qu'on est capable de prédire. Pas sur les données de vente en tant que telles, parce que là, il faut avoir les données de vente des clients, et ça nécessite quelque chose en plus à développer, mais sur cette capacité à prédire en fait l'évolution du marché
par tendance, par pays. Et donc on arrive à ces niveaux. Après, ça dépend de différents critères, parce que on est capable de prédire maintenant jusqu'à 24 mois. Donc plus Plus on s'éloigne, plus on s'éloigne, plus c'est moins c'est précis. Mais justement, on a toujours ces métriques scientifiques qu'on utilise au quotidien pour être serein sur ce qu'on fournit. Et c'est là aussi, justement, on a on fait encore beaucoup de recherches sur améliorer les algorithmes de forecast qui intègrent de plus en plus des données spécifiques pour être de plus en plus précis dans cette évolution marché. Parce que ce n'est pas juste le but d'utiliser les données historiques pour prévoir l'avenir, parce que ça, on ne va pas pouvoir détecter des tendances qui émergent et qui vont vraiment émerger très rapidement. Donc c'est aussi l'intégration de signaux faibles, de se dire tiens, tel influenceur a porté une robe rouge, ça va avoir un poids important, plus important que si c'est moi qui porte un t-shirt rouge. Ouais. Et tous ces éléments-là, on va l'intégrer justement dans des modèles de machine learning, et on va après, nous, ce qui est le clé, c'est l'évaluation des performances. Et ça, c'est un élément qui est ultra clé de notre côté pour être sûr de ce qu'on fournit, mais qui doit être aussi clé pour chaque entreprise quand elle intègre un outil d'IA. C'est-à-dire que c'est souvent oublié, mais pourtant au cœur, c'est l'évaluation de la performance de mon outil IA, on va dire. C'est-à-dire l'évaluation de la performance en termes de réduction des invendus, d'avoir ces métriques qui permet de monitorer en fait la performance. Et ça paraît évident, mais c'est très très souvent oublié. Alors que dans le secteur de la mode, c'est super important d'avoir nos métriques sur le sell-through, sur plein de choses comme ça. Dès qu'on doit utiliser un outil, il faut tout de suite réfléchir, enfin c'est peut-être ma vision un peu data et scientifique, tout de suite réfléchir sur mes benchmarks, mes outils d'évaluation de performance, quel que soit ce que je mets en place comme projet. Ok, merci, merci pour ta franchise. Donc si je résume, à 24 mois, aujourd'hui, vous avez 90% de précision sur... Voilà, ça va dépendre de différentes choses, mais c'est-à-dire que c'est ça, c'est qu'on a vraiment cette... C'est pour ça que c'est intéressant on a vraiment beaucoup d'outils, et je parle même pas que de Ritech, beaucoup d'outils qui peuvent vraiment changer le quotidien et optimiser en fait beaucoup de choses dans les entreprises, notamment dans le secteur de la mode. Donc c'est beaucoup, pas l'enjeu de développer de nouveaux outils, c'est l'enjeu d'intégrer ces outils qui sont existants et de manière intelligente, et surtout aussi arriver à les prioriser, parce que le but c'est pas se dire tiens, j'ai 50 outils, je vais essayer de les intégrer tous, ça marchera jamais, et plutôt de se dire en ce moment là j'ai vraiment un problème sur la problématique d'invendu, ok, je me focalise sur ça, et je vais essayer de mesurer ça, je vais intégrer des outils, je vais d'abord aussi beaucoup utiliser même les données que j'ai en interne, parce que parfois il y a des choses aussi évidentes avec les données qu'on a en interne qui permettraient d'améliorer grandement l'efficacité d'entreprise. Donc c'est un gros sujet. Il faut être absolument une grande entreprise pour utiliser Ritech, pour avoir beaucoup de data, ou les petites aussi Oui, on a commencé avec les grandes entreprises pour aussi bien comprendre les enjeux et puis aussi pour développer notre outil. Maintenant que l'outil est plus mature, c'est un outil aussi qui peut être utilisé par des plus petites marques. On a des plus petites marques aussi qui utilisent ça, parce qu'au final, l'outil est directement utilisable. Il n'y a pas besoin de se connecter et d'avoir une intégration qui dure des années. Non, en fait, on a l'outil qui fournit des insights. Le plus important, c'est de se dire, voilà, comment avec ces informations-là, je vais pouvoir avoir un impact sur mes prises de décision, sur tiens, je me pose des questions sur les outils que je dois intégrer dans les produits que je dois intégrer dans mon plan de collection. Ok, peut-être qu'avoir l'information pays par pays sur ça peut intéresser. Si c'est le cas, intégration de Ritech, ça peut être utile. Il n'y a pas besoin d'avoir une armée de data scientists en interne pour faire ça, quoi. C'est important d'avoir ça si on veut justement ensuite l'intégrer dans un processus plus global qui est l'intégration des données de vente, l'intégration de beaucoup de choses pour construire un modèle de forecast plus global. Ok, on arrive à la fin. Je vais finir par cette petite séquence que je fais à tout le monde. Je ne sais pas si tu as pu voir les autres épisodes. Je pose 10 questions à réponse très rapide, puisque c'est oui ou non. Tu as le choix de répondre entre oui ou non. Les questions sont volontairement un petit peu piquantes, hein, mais... oula. On doit respecter le jeu, et j'ai jamais vu personne se fâcher avec quelqu'un, donc ça devrait aller. Non, je pense pas.
Et bon, tu as le droit de dire non, je réponds pas à celle-ci, si au cas où aussi. Est-ce que l'IA va remplacer les créatifs DA dans les maisons? Non. Est-ce que les marques qui n'ont pas intégré l'IA aujourd'hui sont déjà en retard? Oui. Doit-on systématiquement prévenir le client quand l'IA a participé à une production comme un vêtement ou un contenu visuel? Ça dépend. Ça dépend. Ok, pourquoi pas. Est-ce que les prochains big influenceurs seront des IA? Ah. Peut-être. Oui, je sais pas. Et donc du coup la question derrière c'est est-ce que tu penses qu'il potentiellement on va voir naître des collabs IA artistes, donc un artiste qui fait un collab avec une IA sur des produits. Oui, je pense. Penses-tu qu'une IA puisse un jour devenir PDG ou au moins diriger une marque de mode luxe? Non. Est-ce que alors pardon, non j'ai sauté une question. Ouais. L'IA va-t-elle détruire des emplois dans la mode? Oui, mais en créer d'autres. Bien sûr. Est-ce que question un peu difficile. Est-ce que l'IA est plus douée que l'homme pour analyser les tendances? Celle-ci est un peu dure quand même. À répondre juste oui ou non, je comprends qu'elle soit un peu dure. Ça dépend comment on parle d'analyser. Si c'est elle va être plus précise d'un point de vue factuel. Après, il va y avoir toute la réflexion sur qu'est-ce que j'en fais du fait que le Retro Football Sneakers, ça fait plus 23%. Voilà. Donc, si c'est l'analyse pure, oui, parce que si elle a les datas pour, mais si c'est pour la stratégie, non. Okay. Et dernière question, un peu plus perso, est-ce que l'IA pilote une partie de ta vie? Perso, là, hein, on va dire. Hein. Est-ce que l'IA est vraiment intégrée dans ta vie et elle... Alors, intégrée dans ma vie, oui, totalement. Ouais. Piloter, non. C'est plus dans, moi, c'est ouais. le contraire. C'est plus vraiment l'IA m'aide sur certaines tâches, mais pas du tout l'IA qui me pilote. Okay. Et je pense que justement, ça, c'est un point important. Bah oui. Et de se rendre compte que, voilà, quel que soit, c'est pas laisser la main à l'IA pour prendre des décisions. Et que ce soit IA ou même data, c'est pas parce qu'on a certains chiffres que c'est ça qui va driver les décisions. En revanche, ça va permettre normalement de prendre des meilleures décisions. Mais c'est toujours l'humain qui reste. Donc t'es pas la personne pour. Je vois plein de gens en ce moment faire des vidéos YouTube sur comment j'ai délégué tout les écritures de mes emails à une IA, ou en tout cas une partie des écritures d'emails à mon IA. Moi je veux bien qu'elle m'aide. Enfin, ce qui se passe, c'est qu'elle m'aide à écrire. Et qu'elle les envoie et qu'elle réponde, quoi. Voilà. Non, moi j'ai besoin de ce contrôle. Enfin, en fait, il y a un point qui est important, je trouve, dans l'IA, c'est ce qu'on appelle human in the loop, pour avoir un résultat. Enfin, évaluer la pertinence de ce qu'elle fournit, d'avoir toujours ce regard de contrôle, parce que rapidement, ça peut être un peu en décalage avec ce qu'on souhaite faire, donc je pense. Je te remercie beaucoup d'être intervenu. Si on veut te contacter, c'est quoi le meilleur moyen? Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est un email? LinkedIn ou par mail. Ou par mail. Voilà. On pourra l'afficher à la fin de la vidéo, on l'affichera en dessous. Merci mille fois. C'était très, très, très intéressant. On a appris plein de choses. Et puis j'espère à bientôt alors. Ouais, à très bientôt. Salut. Salut.